Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la troisième révolution industrielle, celle des technologies NBIC, nano, bio, informatique et sciences cognitives, a commencé en même temps que ce siècle. Elle ne ressemblera pas aux deux précédentes, celle de la machine à vapeur au XIXe et celle de l'électricité, du pétrole, des transports et des communications au XXe siècle, parce que son objet n'est plus la maîtrise de la matière inanimée, mais la transformation de notre biologie, de notre génome, de notre intelligence, c'est-à-dire tout simplement de l'homme, tout en dotant les machines d'une intelligence et d'une autonomie propres. C'est le défi de l'intelligence artificielle. Et ce défi en entraîne beaucoup d'autres. Le premier est économique et il est alarmant. Pour la première fois depuis 2 siècles, la France et l'Europe non seulement ne sont pas à l'origine de cette révolution, mais sont tellement distancées que leur retard peut désormais paraître irrattrapable. Les États-Unis avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, les Chinois avec les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont désormais en situation de duopole au niveau mondial. Pas un seul acteur européen ne s'en approche, même de très loin. Au cours des 6 derniers mois, le gouvernement a rappelé à plusieurs reprises son intention de redéfinir en profondeur nos politiques numériques. Vous avez vous-même, Monsieur le Ministre, dressé une feuille de route en 10 points concernant notamment la couverture numérique complète du territoire et la création d'un fonds de soutien de 10 milliards d'euros dédié à l'innovation de rupture. En juin dernier, au salon Vivatech, le Président de la République a présidé ses ambitions en matière d'engagement de la France dans ces chantiers d'innovation de rupture, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le développement des clean tech et des green tech sont autant de perspectives prometteuses pour l'industrie française. Ces initiatives sont de puissants gisements d'emplois et de richesses pour notre pays. À l'heure où nous parlons, Angers accueille la 22e édition du World Electronics Forum, Salon mondial de l'électronique, de retour en Europe pour la première fois depuis 2005. Je crois que vous y participerez dans 2 jours, Monsieur le Ministre. Cette édition française du rendez-vous mondial des leaders de l'électronique pose la question de savoir si notre pays a encore à jouer un rôle dans l'aventure numérique, si nos territoires peuvent faire partie de la dynamique mondiale des nouvelles technologies et si nous pouvons rattraper notre retard. Elle nous invite aussi, en tant que décideurs politiques, à penser cette révolution numérique avant que le vide juridique entourant ces nouvelles technologies ne nous dépasse. Le deuxième défi est social. Contrairement aux prédictions pessimistes qui ont accompagné les 2 premières révolutions industrielles, celles-ci n'ont pas supprimé d'emplois, mais en ont au contraire créé par millions. De nombreux experts pensent qu'il risque aujourd'hui de ne pas en être de même et que l'automatisation est désormais susceptible de détruire plus d'emplois qu'elle n'en crée. Ils pensent surtout qu'elle est susceptible de créer un marché du travail à 2 vitesses, une minorité d'emplois très qualifiés pour une élite surdiplômée, innovante et maîtrisant les nouveaux codes, et une majorité de travailleurs précaires dont les compétences ne rapporteront pas assez pour vivre, sans parler du chômage créé par la substitution pure et simple des logiciels aux emplois les moins qualifiés. Pas seulement aux moins qualifiés d'ailleurs, puisque plusieurs spécialistes expliquent par exemple de façon crédible que les médecins sont sans doute à une échéance de 30 ou 40 ans les plus menacés par la robotisation et l'intelligence artificielle, à commencer par les chirurgiens et les radiologues, et qu'il n'y aura donc pas que les chauffeurs qui verront leur travail remplacé partout par la voiture, le train ou le camion autopiloté. Ceci nous amène directement au 3e défi qui est sans doute le plus redoutable, celui de l'éducation. Le plus redoutable notamment pour notre pays, car la naissance de l'intelligence artificielle coïncide avec une chute brutale depuis 2 décennies de la France dans tous les classements internationaux, qu'il s'agisse de l'école primaire, de l'enseignement secondaire ou de l'université, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire, qu'il s'agisse de l'enseignement des mathématiques, de la langue maternelle ou des langues étrangères, ou qu'il s'agisse encore de la montée des inégalités dans l'accès à la connaissance. C'est au moment où l'école va devoir affronter le rendez-vous d'une remise en cause et d'une adaptation drastique au monde nouveau des logiciels que notre pays s'y présente en situation d'extrême faiblesse. La question est simple. L'éducation nationale française est-elle aujourd'hui susceptible d'aborder dans de bonnes conditions la révolution du développement des compétences qui seront de plus en plus transmises par les nouvelles technologies ?
À première vue, la réponse paraît négative. Il semble bien que le nouveau ministre de l'Éducation nationale soit fort conscient de ce problème. Mais quel défi va-t-il lui falloir relever ? En 2017, 17% des jeunes Français, selon les classifications et les études internationales, 17% des jeunes Français de 15 à 29 ans sont des NEET, N-E-E-T, Young People Not in Education, Employment or Training. Cette éducation nationale, qui n'est pas aujourd'hui en grande forme dans notre pays, va devoir, en plus de son rôle actuel, former des enfants et des adolescents à vivre dans un monde où intelligence biologique et artificielle devront cohabiter, et cela avec un corps enseignant qui, dans son immense majorité, ce n'est un secret pour personne, ne maîtrise pas encore lui-même les nouvelles technologies. Le quatrième défi est juridique, et pose 1000 questions différentes, inédites et la plupart du temps contradictoires. Quelques exemples seulement. Quel statut pour ces machines qui, de simples exécutants informatiques, sont devenus des apprenants et même des créateurs ? À qui les droits d'auteur ? À la machine auto-apprenante et créatrice ? À son propriétaire ? Au programmateur du logiciel ? À qui la propriété des milliards de données hébergées dans les data centers ? Quelle assignation de responsabilité en cas d'accident d'un véhicule autonome ? Il y a des milliers de questions comme cela. La loi du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils nous a permis de nous engager dans ce débat de la responsabilité de l'intelligence artificielle et des robots. Elle a clairement défini le rôle de chaque acteur, constructeur, vendeur, exploitant ou client, comblant un vide juridique. Elle nécessite d'être approfondie et étendue au champ des véhicules autonomes afin d'accélérer, d'accompagner le développement de ces technologies. Enfin, le dernier défi que j'évoquerai, mais il y en a bien d'autres, peut-être l'un des plus difficiles à relever, c'est celui de l'éthique et de la morale. Il se pose dès aujourd'hui. Toutes les applications en faveur de la santé ou de la préservation de la vie interrogent très fortement sur le respect de la vie privée. Comment s'assurer que ces données de santé ne seront pas vendues à une compagnie privée ou à un futur employeur ? Comment conjuguer cette collecte massive de données de santé de chaque Français et le respect du droit à l'oubli ? Comment s'assurer, bref, que intelligence artificielle et robotique riment avec traitement éthique des données ? Ce défi se pose dès aujourd'hui, mais il sera encore plus sérieux demain. Franchirons-nous l'étape du transhumanisme, cette idée que l'homme peut être augmenté ou amélioré par la machine ? Et si nous la franchissons, ce qui est désormais probable et en cours de réalisation, notamment en Chine, évidemment moins soucieuse que nous du respect des droits, comment accepter que cette augmentation ou cette amélioration de l'humain soit réservée à ceux qui pourront en payer les coûts extravagants ? Cet enjeu de l'hybridation de l'homme et du robot ne peut s'envisager sans règles. De même que la recherche sur les cellules souches ou les embryons fait l'objet d'une réglementation forte, le couplage de l'intelligence artificielle et de l'homme doit être encadré par un texte précis. La transformation du corps humain sous l'effet de l'intelligence artificielle est un sujet radical sur lequel un débat public doit être mené en y associant l'ensemble des parties prenantes. Je parlais des défis éthiques d'aujourd'hui et de demain, mais ils ne sont rien par rapport aux défis d'après-demain, lorsqu'apparaîtra l'intelligence artificielle dite forte, dotée de conscience, mais inscrite sur un support de silicone et non plus sur le support organique de notre ADN et de notre cerveau. Ce jour-là, il n'est heureusement pas encore à l'horizon, mais il arrivera, nous devrons décider si nous permettons, pour reprendre la très belle phrase de Michel Foucault à la fin de Les mots et les choses, que la figure de l'homme s'efface peu à peu, comme à la surface de la mer un visage de sable. Et même si cette décision est une affaire de plusieurs décennies, peut-être vaut-il mieux commencer à y réfléchir dès maintenant. Il reste un dernier sujet, un dernier problème à adopter, celui de la dimension européenne du sujet. L'Europe est placée devant un dilemme fondamental qui n'est pas résolu et qui la place dans une situation intenable face à ses concurrents américains et chinois. Elle a donné jusque-là la priorité à la protection des citoyens quant à l'utilisation qui peut être faite des données les concernant. Cette position nous paraît une évidence, mais il faut bien comprendre qu'une de ses conséquences est le monopole américano-chinois sur l'intelligence artificielle. Peut-on trouver aujourd'hui, et dans une discussion toujours longue et difficile car nous sommes 27, la juste mesure entre la protection des droits et l'utilisation des données permettant de faire naître chez nous l'équivalent des GAFAM et des BATX ? C'est un des enjeux fondamentaux de la place de l'Europe dans le monde de demain et en fait dans le monde d'aujourd'hui. En janvier 2017, le Parlement européen a adopté un projet de résolution de la Commission contenant des recommandations concernant les règles de droit civil sur la robotique. Le législateur européen a notamment mis en place un régime de responsabilité limitée pour les différents acteurs de la filière et un fonds de compensation. Ce sont des engagements forts que la France doit accompagner.
Mes chers collègues, si nous avons choisi d'interpeller aujourd'hui le Gouvernement sur cette question de l'intelligence artificielle, c'est parce que nous estimons qu'elle génère de formidables opportunités, mais qu'elle pose aussi de profondes questions économiques, sociales, juridiques et éthiques. Il est du devoir du politique d'anticiper ce genre de rupture et de ne pas simplement agir en réaction au quotidien. C'est la dernière raison pour laquelle, Monsieur le ministre, le groupe des Indépendants, soucieux de relever ce pari numérique, souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement envisage pour accompagner le développement de l'intelligence artificielle et pour mettre en place un cadre juridique et légal national et bien sûr européen permettant à notre continent, tout en se protégeant d'éventuelles dérives, de garder son rang dans un monde où le changement ne cesse de s'accélérer. Je vous remercie.